Bonjour, bienvenue en cours de civilisation tchèque. Aujourd'hui, on va parler des années 1950 en Tchécoslovaquie. Donc, juste pour nous repérer un peu, pour nous situer, c'est juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons parlé aussi dans notre cours précédent du coup de Prague, qui est appelé aussi par les communistes tchécoslovaques comme le février victorieux. C'est le moment où le Parti communiste tchécoslovaque a pris le pouvoir dans le pays. Alors, juste un petit rappel, ce qui s'est passé en février 48. Donc déjà, 2 ans avant, euh, juste après la guerre, très vite, les relations entre le Parti communiste et les partis démocratiques se détériorent. Le Parti communiste tchécoslovaque renforce son contrôle sur les médias et utilise les syndicats pour appuyer ses revendications. On a parlé aussi d'une campagne de calomnie qui est lancée contre les grandes figures de la résistance non communiste. Un autre moment important en 1947, bien qu'intéressé par le plan Marshall, le gouvernement de Front National cède aux injonctions de Staline et refuse cette aide économique proposée par les États-Unis. Ni le Parlement ni l'opinion ne sont consultés. Donc déjà, on voit l'influence très forte de l'USSR. En février 1948, les membres non communistes du gouvernement demandent au ministre de l'Intérieur de revenir sur une série de nominations et de mutations destinées à conforter la mainmise du parti sur la police pragoise. Mais celui-ci refuse. Donc, en signe de protestation, les ministres non communistes présentent leur démission. En même temps, les syndicats et organisations pro-communistes s'agitent. Les communistes manifestent à Prague, mettent en place des comités d'action armés. Le président Beneš, redoutant une guerre civile et une intervention soviétique, cède le 25 sous la pression du Parti communiste tchécoslovaque et accepte finalement la démission de ses partisans. Un nouveau gouvernement est mis en place. Il est presque exclusivement composé de communistes parce que les places ainsi libérées étaient occupées par les gens au service de Gottwald, donc qui ont été préalablement infiltrés dans les partis non communistes aussi. Ce qu'on peut aussi rappeler, c'est le 10 mars 1948, où on retrouve le corps inanimé de Jan Masaryk, qui était l'un des ministres non communistes, au pied de son immeuble. On se pose toujours la question si c'était un suicide ou un assassinat. Mais on peut dire que la mort du fils du fondateur de la République tchécoslovaque apparaît au monde entier comme un symbole. Alors, c'était un petit rappel. Et après, donc le nouveau Parlement prépare une nouvelle constitution. Cette constitution qui est concoctée par les communistes est catégoriquement refusée de signer par le président Beneš. Le président Beneš, en ce moment-là, est déjà malade à mourir. Et quelques jours plus tard, il dépose sa démission. Suite à sa démission, c'est le chef du Parti communiste, Klement Gottwald, qui est élu président. Il y a des élections en 1948 et ce sont des élections qui sont
un nouveau très, très réussi pour les communistes. Ces élections sont remportées par le gouvernement communiste ou par le Parti communiste. Donc ainsi, la nouvelle constitution est finalement signée par le nouveau président, par Gottwald. La République tchécoslovaque devient République populaire, et donc le Parti communiste est au pouvoir. Les anciens représentants de l'élite ou de l'élite ancienne ou les opposants du Parti communiste sont poursuivis, sont chassés, sont condamnés, sont exécutés. Et on peut dire qu'au fil de ces 5 années qui ont suivi le coup de Prague, plus de 100 000 personnes sont condamnées pour les motifs politiques, dont près de la moitié devaient purger des peines supérieures à 10 ans. On peut dire que la simple appartenance à un groupe de citoyens que les communistes considéraient comme leurs ennemis passait pour un grave délit. Très rapidement, le régime s'est transformé en réelle dictature. Donc les élections n'étaient pas libres, mais en même temps étaient pratiquement obligatoires, alors que l'indépendance des juges a été abolie. Et on peut dire qu'aussi la carte de membre du Parti communiste tchécoslovaque fournissait toujours plus d'avantages et donnait la préférence sur les gens non rattachés au parti. En outre, une discipline stricte prévalait dans tout le parti. Sans avoir aucune responsabilité, que ce soit sur le plan constitutionnel ou juridique, le groupe dirigeant des fonctionnaires prenait des décisions. Et même les fonctionnaires n'étaient pas indépendants. Plus d'une fois, ils se laissaient inspirer par l'Union soviétique, dont les conseillers contrôlaient tout. Le nouveau pouvoir se posait en défenseur des intérêts de la classe ouvrière. Dans les faits, ceci se traduisait par l'arrivée de 200 000 à 250 000 ouvriers à des postes préalablement choisis. Donc on peut dire que c'était vraiment le début de la terreur. On voit déjà le début des conflits avec les non-communistes ainsi que des conflits avec l'Église catholique. Mais outre les membres du clergé, les paysans et les intellectuels démocrates, les vétérans du front occidental, y compris les aviateurs de la bataille de France, ont été l'objet d'arrestations massives. Les communistes ont condamné à peu près 232 personnes à la peine capitale pour motifs politiques et ils en ont exécuté plus de 3/4. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont été réduites sans procès aux travaux forcés et internées dans des camps ou encore intégrées aux bataillons des auxiliaires techniques de l'armée populaire, devenant des barons noirs, semblables à des esclaves. Des millions de citoyens n'ont pas eu la possibilité de se nourrir décemment. Donc, c'était aussi la raison pour la première vague d'émigration très importante. Donc, cette vague a occasionné le départ de 100 000 Tchécoslovaques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en avril 1948, une délégation française menée par le recteur de l'Université de Paris
a pu encore participer aux célébrations de 600e anniversaire de la fondation de l'Université Charles. C'était en 1348, la fondation, n'est-ce pas? Et dans le même temps, des purges se préparaient dans l'éducation nationale tchèque. Bientôt inaugurée en ces termes par le secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque, Rudolf Slansky. Et c'est aussi non sans intérêt de mentionner que cette même personne, vraiment un représentant très important du Parti communiste lui-même, juste quelques temps après, 2 ans après, a été la victime, si on peut dire la victime des procès politiques où on cherchait l'ennemi intérieur du parti. Donc cette personne, Rudolf Slansky, disait « Sans pitié, nous purifierons nos écoles supérieures et secondaires des étudiants réactionnaires et ferons en sorte que la majeure partie des étudiants soient recrutés dans les milieux ouvriers. » Donc on peut voir, donc c'était toujours en service en tant que défenseur des intérêts de la classe ouvrière. Donc on peut voir qu'entre 48 et 50, environ un tiers des pédagogues et étudiants ont été exclus de leur lieu de travail et d'études. Des dizaines de milliers d'ouvriers inscrits à des cours de formation accélérée ont obtenu des diplômes universitaires qui leur ont permis d'occuper des postes clés de l'administration et de la justice. Alors maintenant, j'aimerais bien parler un peu de l'institution de procès politique. C'est quoi déjà un procès politique? Alors, comme tous les pays de la sphère socialiste, communiste, la Tchécoslovaquie devait passer par une étape de terreur préventive. Officiellement, il s'agissait seulement de protéger la révolution des ennemis et des saboteurs. Mais en réalité, il s'agissait de prévenir toute éventuelle opposition pour créer un état de menace générale. La question de la culpabilité était accessoire. La police secrète accusait souvent les criminels, criminels entre guillemets, de charges purement imaginaires. Bref, tous les accords, tous les groupes en désaccord avec le régime ou simplement soupçonnés de désaccord devenaient la cible des organes de sécurité. Donc c'était les procès politiques qui ont commencé vraiment très vite. Déjà à la fin de 1948, comme vous le voyez, il y avait un procès avec des représentants de la résistance antifasciste tchèque. Cette résistance antifasciste était dirigée par général Pika. Et celui-là a été condamné à mort et exécuté. Donc c'est vraiment monstrueux parce que la résistance, il était l'un des combattants de la résistance, pendant la guerre. Ses objectifs ainsi que les objectifs de tout son groupe ont été les mêmes, on peut dire, que les objectifs de la résistance communiste, c'est-à-dire la libération du pays, etc. Mais après 1948, il est devenu incommode, si je peux le dire ainsi, et il a fallu l'éliminer parce qu'il ne partageait pas la même opinion sur le plan politique, il n'était pas partisan du communisme. Pour ce qui est des procès politiques, c'était rien de nouveau.
On va bientôt voir l'un des plus grands procès qui a entamé en 1950. C'était le procès avec le groupe de Milada Horáková, donc d'une femme politique. Mais les procès dans l'histoire des communistes, c'était quelque chose de tout à fait normal, tout à fait d'habituel. Alors déjà, dans les années 20, si on revient en Russie, de Lénine, on peut voir un témoignage de Lénine dans une de ses lettres adressée à Korsky, où il critique l'action du commissariat du peuple à la justice, qu'il juge beaucoup trop mou. Et là, si on regarde les paroles de Lénine, on comprend vraiment l'importance de ces procès. On peut l'appeler aussi des procès truqués ou des procès vraiment. C'était des procès comme des pièces de théâtre, disons. Alors, il dit que la direction du commissariat du peuple à la justice ne semble pas comprendre le rôle militant qui lui incombe. Les tâches actuelles sont l'intensification de la répression contre les ennemis du pouvoir soviétique et les agents de la bourgeoisie, la mise en œuvre de cette répression par les tribunaux révolutionnaires et les tribunaux populaires de la manière la plus rapide et la plus efficacement révolutionnaire, la mise en scène absolument nécessaire d'une série de procès publics exemplaires du point de vue de la rapidité et de la dureté de la répression, exemplaires du point de vue de leur pédagogie, de l'éducation des masses, à travers ces jugements et leur éclairage par la presse, à Moscou, Petrohrad, Kharkov et quelques autres centres importants. Donc là, ce qu'on voit, les procès politiques, les procès avec les opposants ou avec les non-communistes, ça servait à quoi? C'était une sorte de faire peur, de menace et de l'éducation des masses. Donc, à travers ces procès qui ont été présentés aux masses, au peuple, par la presse, par la radio, par les médias. On devait s'aimer la peur, la terreur. Il y avait ces mises en scène qui, justement, étaient soigneusement travaillées, minutieusement travaillées. Donc, on peut dire que l'accusé était jugé, même. Il n'était pas jugé. Non, je me suis trompée. Il n'était pas jugé parce que c'était pas nécessaire. On a décidé avant le procès de sa faute. On a décidé aussi de sa punition. Et on ne menait pas d'enquête. On n'avait pas besoin de preuves pour convaincre l'accusé. C'était d'après le raisonnement communiste, la plus grande preuve était l'accusé lui-même, parce que c'est lui qui va finir par avouer sa faute. Donc il faut le contraindre à avouer sa faute. Donc il n'y a pas besoin de chercher des preuves, de fouiller dans son domicile. Ils expliquaient cela de manière que l'accusé si futé, si intelligent, si, je sais pas, si futé,
d'avoir soigneusement tout balayé, tout détruit toutes les pistes, toute la correspondance, toute preuve. Donc on peut dire que l'aveu forcé, parce que les aveux ont été toujours forcés, c'était la preuve clé. Donc on voit comment la justice et ce système étaient tordus parce que l'aveu était la preuve clé. Et il a fallu forcer donc l'accusé de céder et d'avouer sa faute. Après les, les interrogatoires brutaux, il y avait des techniques brutales pour atteindre ces buts-là. Donc souvent on parle des accusations fantaisistes, on parle de l'ennemi intérieur. En Russie, dans les années 20, pour envoyer quelqu'un dans un camp, le procès n'était pas nécessaire. On fusillait sans problème d'époque les bourgeois en Russie. Il y avait la justice révolutionnaire qui était dirigée par Lénine, etc. Donc là, c'était vraiment, c'était très vite fait et on n'avait pas, on travaillait pas comme aujourd'hui. On croit que la justice et les enquêteurs en travaillent. Non, là c'était quelque chose d'autre. Et ces procès politiques, c'était en premier rang, c'était des grandes mises en scène qui devaient aider le Parti communiste à renforcer sa position et son importance et son contrôle dans le pays. Alors maintenant, on va parler du plus grand procès communiste. C'était vraiment le procès l'un des plus atroces qui a fait exécuter la juriste et ex-députée Milada Horáková, ainsi que 3 autres condamnés, parmi lesquels un intellectuel de l'avant-garde communiste de l'entre-deux-guerres, Záviš Kalandra. Alors, avant d'entrer un peu dans le détail de ce procès, on va juste en vitesse présenter la personnalité de Milada Horáková. Donc, elle était députée des Nationaux socialistes. Elle avait participé à la résistance antifasciste. Elle a été condamnée par les nazis à 8 ans d'emprisonnement. Elle a passé dans les prisons nazies 5 ans. Donc elle était toujours une femme, une personne de courage, vraiment de principes, de morale très élevés. Et cette personne a donc déposé sa démission en tant que députée après le coup de Prague. Avant, elle a été, disons, ils ont essayé les communistes de la convaincre de rejoindre leur parti, mais elle n'a pas vraiment trahi ses principes. Elle craignait le communisme, sa doctrine, donc elle n'a jamais fait ce pas vers le Parti communiste. Alors, elle était arrêtée par la police secrète, accusée de haute trahison, conspiration, et avec elle, il y avait d'autres personnes. Pourquoi ils ont choisi Milada Horáková? C'est parce qu'elle était une femme politique très appréciée par la population. Elle était vraiment quelqu'un de populaire et elle s'est battue pour les droits des femmes, etc. Si je peux faire
un rapprochement. Il me vient à l'esprit le nom de Simone Veil. Donc c'était un peu ce genre de personne. Et elle était plus âgée que Simone Veil. Et elle était déjà résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais sinon, ses convictions et son orientation politique, je dirais, était un peu le même. Alors, c'est pourquoi ils ont choisi cette femme politique. Il a fallu la discréditer auprès du peuple, auprès des masses. Et en plus, les autorités communistes avaient besoin d'un procès d'un procès exemplaire. Ils ont même ils ont fait appel à des experts venus de Moscou pour préparer ce procès. Et donc Milada Horáková était accusée d'avoir organisé ou de préparer un complot contre l'État tchécoslovaque et le Parti communiste. Et elle était accusée d'être espion pour les Américains, pour les pays de l'Ouest, et de vouloir nuire au pays à l'État tchécoslovaque. Donc son procès, celui de ces 12 acolytes, a commencé en mai. Il était rapide parce qu'elle a été condamnée déjà, donc elle a été exécutée en juin de la même année. Pourquoi acolytes Pourquoi c'est entre guillemets? Parce qu'ils étaient censés de se connaître, de collaborer, de former un groupe de traîtres, disons. Sauf que ces personnes n'ont jamais travaillé ensemble, n'ont jamais collaboré. Et il y en avait ceux qui se sont même pas vus ou connus vraiment de près. Donc les communistes ont bien choisi de différents types de personnes venant des milieux sociaux différents pour vraiment envoyer, s'aimer ce message, s'aimer cette peur que n'importe qui, même si c'est un ancien combattant de résistance, même si c'est un membre du pays communiste, n'importe qui peut être condamné, n'importe qui peut avoir ces ennuis-là. Donc, c'était vraiment cette éducation, cette pédagogie, ce besoin vraiment d'instaurer la terreur, la terreur préventive auprès des masses. Alors là, comme vous pouvez voir, le procès a été préparé avant, tout a été décidé en amont. Donc, il a fallu juste faire la mise en scène du procès. Donc, tout a été décidé déjà avant le début de ce grand procès qui a été, donc, imaginons, en 1950, complètement enregistré. Il y avait des caméras d'installer dans la cour de justice. Tout a été filmé, tout a été enregistré. Les extraits ont été diffusés à la radio. Il y avait même une ligne spéciale, une ligne de téléphone qui communiquait avec le château de Prague où résidait le président Gottwald, qui voulait être informé à tout moment. Il voudra savoir comment ce procès se déroule. Donc, il avait donc cette ligne directe du tribunal jusqu'au château. Après, pourquoi ce procès a été enregistré? Donc aujourd'hui, on peut vraiment voir presque l'intégralité de ce procès. On peut voir les accusés, leurs paroles, on peut voir comment les questions ont été posées, etc. Parce que les communistes voulaient envisager en faire un film justement dans cette idée de pédagogie,
d'éducation aux masses. Mais ce film n'a jamais été réalisé, n'a jamais vraiment, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que l'effet de ce film n'était pas tel qu'ils attendaient. C'est-à-dire que le film devrait vraiment susciter ou inciter la haine des masses, la rage, vraiment pour que les masses détestent ces accusés qui voulaient détruire la paix, l'État tchécoslovaque, etc. Mais après avoir regardé les enregistrements de ce procès, ça n'a pas évoqué de tels sentiments chez les spectateurs. Donc finalement, ce film n'a jamais été réalisé et projeté dans les cinémas. Là, on peut aussi poser la question comment on peut vraiment forcer des accusés qui sont innocents à jouer ce rôle, à vraiment répéter les paroles, le scénario, apprendre par cœur le scénario, des questions, des réponses, etc. Alors, comment c'est possible? Il y avait bien évidemment le choc, le climat de choc. Les accusés ont été, on peut dire, ramassés dans les rues, dans leur domicile. Ils étaient transportés dans les prisons. Ils n'ont jamais pu lire vraiment de quoi ils sont accusés. Il y avait, ils étaient donc emprisonnés, ils ont été torturés. Il y avait de la torture physique, psychique, le manque de sommeil, tout ce qu'on peut imaginer, ou même pas, ce qu'on peut même pas imaginer. Il s'agissait vraiment de les anéantir, de les casser, briser. On leur a administré des drogues pour vraiment les affaiblir. Et après, il y avait aussi le fait de chantage. Donc, par exemple, Milada Horáková, on lui proposait d'avouer son agissement contre l'État, de faire sa mea culpa et peut-être d'intégrer le Parti communiste, mais elle n'a jamais accepté. Après, bien sûr, il y avait sa famille, elle avait un mari, elle avait une fille qui était âgée de 15-16 ans à cette époque-là. Donc après, il y a le chantage qui consiste en vraiment menaçant: si tu ne fais pas ce que l'on te demande, ta famille sera punie, ta fille ne pourra jamais étudier, ton mari sera emprisonné, etc. Alors, c'était ce climat-là. Donc finalement, ils ont craqué et ils ont donc accepté d'apprendre, parce qu'ils n'avaient pas le choix en fait, d'apprendre le scénario par cœur et de jouer ce procès. Donc le procès était vraiment truqué, joué comme les autres procès qui ont succédé. Mais celui-là était l'un des plus grands des procès vraiment au début de l'installation du régime communiste en Tchécoslovaquie. C'est vrai que après la justice démocratique a estimé que ce procès de 1950 n'était pas une erreur judiciaire, mais c'était un assassinat légal, car la magistrate savait parfaitement que le pouvoir avait décidé de la culpabilité du châtiment des accusés avant même le procès spectacle. Donc ça, c'est vraiment un terme très approprié, procès spectacle. Une petite remarque que par rapport à la magistrate, c'était une jeune femme communiste. Donc aussi, les juges ont été minutieusement choisis pour bien jouer, incarner leur rôle.
C'était soit vraiment des communistes persuadés de l'importance de leur action vis-à-vis des ennemis du régime, ou bien c'était des personnes qui voulaient se faire un renom, qui voulaient en profiter pour leur bien, oui, leur bien personnel. Ce verdict a été annulé en 68. En 68, c'était donc la période du printemps de Prague, une certaine, disons, démocratisation du pays, mais c'était très court parce que c'était l'invasion des chars du pacte de Varsovie qui a mis la fin de ce processus de démocratisation du pays. Donc c'était seulement en 1990, après la chute du régime communiste, après la révolution de velours, que la réhabilitation complète de la mémoire de Milada Horáková et de ses acolytes est prononcée par l'État tchécoslovaque. Et en 2020, on a donc commémoré Milada Horáková et ses procès communistes, les victimes des procès communistes. Donc on pouvait voir dans les grandes villes de la République tchèque ces immenses affiches sur les bâtiments avec son portrait, sa photo, et avec l'inscription « Assassiné par les communistes ». Ici, j'ai juste mis un extrait d'une lettre d'adieu qui a été rédigée juste avant son exécution. Elle a eu le droit de rédiger des lettres d'adieu à sa famille, mais ces lettres n'ont jamais été transmises à sa famille. C'était seulement en 1990. Donc après la chute du régime communiste, que sa fille a reçu cette lettre-là. Donc dans sa lettre, je vous laisse peut-être regarder. Dans sa lettre, elle fait preuve de courage et elle tient à réconforter ou apaiser ses proches. Et elle dit être humble et résignée à la volonté de Dieu. Et elle les encourage à vivre, à continuer leur vie en disant vivez, vivez, observez tout ce qui est beau autour de vous. C'est ainsi qu'on restera toujours ensemble. Et la fin de cette lettre, de l'extrait d'une des lettres, on peut voir « Je suis calme, car il y a du calme dans ma conscience ». Son mari a réussi à fuir la police communiste. Il s'est caché pendant plusieurs mois. Après, il a pu franchir la frontière. Il s'est installé aux États-Unis. Mais leur fille, elle est restée en Tchécoslovaquie. C'était sa tante, la sœur de Milada, qui l'a élevée. Et c'était seulement en 68, je crois, qu'elle a pu rejoindre son père. Donc, elle a perdu ce jour-là vraiment ses deux parents. Et c'était seulement à l'âge adulte qu'elle a pu retrouver son père. Et en 68, donc elle a quitté la Tchécoslovaquie pour vivre aux États-Unis avec son père. On voit aussi que les autorités communistes sont allées jusqu'à refuser de délivrer donc non seulement les lettres à la famille de Milada Horáková,
ses lettres d'adieu, mais aussi l'urne avec ses cendres. Donc on ne sait pas où ces cendres se trouvent ou qu'est-ce qu'on a fait de ces cendres. Et, alors sa fille, elle est revenue en en Tchécoslovaquie en 90 pour la remise des lettres. Et on a donc construit on a construit un tombeau qui est consacré à Milada Horáková, qui se trouve à Prague, au cimetière de Vyšehrad, où reposent les grandes personnalités de l'histoire tchèque. Alors, en ce qui concerne la restructuration économique en Tchécoslovaquie, celle-ci a été faite selon les conceptions de l'USSR et du Parti communiste tchécoslovaque. Donc, aussitôt, après s'être emparés du pouvoir, les communistes avaient commencé la liquidation totale des entreprises privées. À la fin de 1948, plus de 95% des travailleurs étaient employés dans le secteur d'État. Avec une détermination similaire, on a procédé à la fermeture des ateliers d'artisanat, des entreprises de services. Et désormais, pour longtemps, ces secteurs sont devenus exclusivement des entreprises d'État ou des coopératives. Aussi, en réponse au désir de l'USSR, une vaste restructuration de l'industrie fut entreprise. Alors, la Tchécoslovaquie était désormais conçue de façon non réaliste, comme une puissance orientée vers la construction mécanique, en particulier les biens d'équipement lourd et l'armement. Les autres secteurs de production, en particulier l'industrie de biens de consommation, en proie à une pénurie de matières premières, étaient près de l'effondrement. En plus, une collectivisation brutale a été entamée et elle s'est déroulée en 2 vagues. Et le système de coopérative a fini par englober 80% des communes. Mais cependant, en dépit de toutes les promesses, la production agricole n'a fait que stagner. On a déjà parlé de la vague d'émigration. Donc la première vague, c'était vraiment juste après 48. Je parle de l'immigration des émigrants qui ont fui le régime communiste. Donc c'était la première grande vague. Il y avait des artistes, des intellectuels, d'autres personnes de toutes couches sociales qui ont décidé de fuir le pays pour vivre dans un pays libre. Alors souvent ils partaient vers l'Allemagne de l'Ouest ou vers l'Autriche, où il y avait aussi des artistes qui avaient des relations proches ou fortes avec la France. Donc la France était aussi l'un des pays de refuge, disons. Mais après, il y en avait ceux qui continuaient pour rejoindre les États-Unis ou l'Australie ou d'autres pays. Je voulais aussi mentionner un autre élément très, très important et très brutal, ce qui était la réforme monétaire qui s'est passée en 1953. Donc l'État a lancé une réforme monétaire qui était destinée à résoudre la situation critique.
Donc, chaque citoyen pouvait acquérir 60 nouvelles couronnes contre 300 anciennes. Pour le reste, le taux passait de 1 pour 50. Donc, il a fallu donner 50 anciennes couronnes pour en obtenir une nouvelle. Donc, tout ça menait à vraiment appauvrir le peuple, les gens. Et ce système, cette mesure a vraiment dévalorisé l'épargne et a abaissé le niveau de vie, ce qui a déclenché une série de grèves et de manifestations dans certaines villes, par exemple à Pilsen, à Plzeň. On a dû même appeler l'armée et la milice populaire en renfort. En ce qui concerne les procès politiques, donc ils ont fini par acquérir leur propre dynamisme et ainsi aussi par échapper à ceux-là même qui les avaient organisés. Donc avec l'appui des experts soviétiques, on s'est mis à rechercher l'ennemi au sein même des organes du parti. Donc on est allé vraiment à la recherche des ennemis intérieurs. Et cette épuration s'est terminée par un procès, celui d'un prétendu centre de conspiration dirigé contre l'État, avec à sa tête Rudolf Slansky. On a déjà mentionné, c'était le bras droit de Gottwald. C'était celui qui avait lancé la purge au sein des universités et des lycées. En mars 1953, à Moscou, il y avait une nouvelle qui annonçait la mort de Staline, qui avait marqué le commencement d'une nouvelle étape. Et c'était le président tchécoslovaque qui s'est rendu aux obsèques de Staline. Et en revenant de Moscou, il meurt juste quelques jours après. Donc c'est un peu ironique, disons. Et en 1956, au congrès du parti communiste de l'USSR, il y a vraiment des changements qui s'annoncent parce que Khrouchtchev avait dénoncé le culte de la personnalité, ce qui allait dévoiler les crimes de Staline. Mais cette critique ne voulait pas s'étendre au système entier. Par exemple, en Tchécoslovaquie, on voit un certain dégel seulement dans les années 60, plutôt dans la deuxième moitié des années 60. Alors, on sait que Staline est mort en 53, mais en 55, on voit la construction d'un monument immense de Staline qui devrait surplomber Prague, qui est donc érigé sur la colline de l'Etna. Et vous voyez donc en 56 au congrès du Parti communiste, c'est donc une certaine chute de culte de Staline, une chute de culte de la personnalité de Staline. Et on a en Tchécoslovaquie, on a cet immense monument. Donc quoi faire avec? On en a parlé déjà. Donc il a été démoli en toute tranquillité, sans grand intérêt des médias, où voilà, les médias ne pouvaient pas écrire par rapport à cet événement. Donc on le voit disparaître. On voit des détournements de ce monstrueux monument.
Alors, on va quitter ces années 50 du XXe siècle en Tchécoslovaquie, ces années peut-être staliniennes, ces années sanglantes. Donc là, je vous laisse voir quelques notes, quelques informations concernant les victimes du régime communiste, des personnes exécutées, des personnes fusillées en franchissant la frontière parce que vous savez que le rideau de fer a été donc mis en place, a été construit. Les frontières ont été étroitement surveillées. Alors, les personnes voulant franchir la frontière, on risquait vraiment la mort. Il y avait d'autres personnes qui ont été donc condamnées. C'était pour la plupart vraiment des personnes euh, innocentes. C'était des procès politiques truqués dont on avait parlé. Et il y avait beaucoup d'autres victimes du régime communiste qui peut-être n'ont pas été emprisonnés, qui peut-être n'ont pas été tués, fusillés ou poursuivis, mais qui ont été atteints par le régime communiste d'une manière indirecte euh, et qui ont dû grandir et vivre derrière ce rideau de fer. Alors, j'espère j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour parler peut-être des années un peu plus joyeuses, des années 60, parce que là on voit déjà un certain dégel, une certaine amélioration de la situation. Donc, on va parler des années 60 et du printemps de Prague. Alors, merci de votre attention et au revoir.